Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie de nous joindre ce matin pour ce webinaire sur les recrutements du profil R&D dans les entreprises. Je suis Gisèle Sanchez, chef de projet au sein de Finance Innovation. Pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de connaître Finance Innovation, on est le pôle de compétitivité de la finance digitale en France et nous regroupons environ 600 membres aujourd'hui. Donc, pour animer ce webinaire, j'ai le plaisir d'accueillir Tania Okana, docteur en psychologie du travail et experte du recrutement scientifique chez Sciences MIAP, filiale du groupe Layton et un partenaire très impliqué chez nous. Donc, aujourd'hui, on va discuter de la problématique des recrutements des profils R&D, de la fiche de poste jusqu'au dispositif de cette financière. Et Tania va aussi nous présenter un cas pratique d'un client, d'une startup, notamment, pour mieux contextualiser la présentation. Donc, avant de passer la parole à Tania, je rappelle à tous les participants que vous avez à droite de votre écran un chat pour poser vos questions. Donc, n'hésitez pas, on aura quelques instants à la fin de la présentation pour y répondre. Et sachez que la rediffusion du webinaire est disponible dès la fin de cette discussion et aussi sur la chaîne YouTube de Finance Innovation. Donc, Tania, alors, je voulais vous présenter et démarrer. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là. Donc moi, Tania Okana, voilà, je suis docteur en psychologie du travail. J'ai fait ma thèse sur une problématique de l'expérience candidat et par la suite, j'ai rejoint Sciences MIUP. Alors, je vais vous présenter un peu le contexte. Alors, par contre, voilà, c'est bon. Alors, le plan de cette intervention, en premier, je vous parlerai des questions à se poser pour bien définir la fiche de poste d'un profil R&D. Et ensuite, comment la transformer en une annonce attractive. L'idée, c'est de séparer l'annonce de la fiche de poste. Par la suite, je vous présenterai le dispositif CIR qui favorise l'embauche des profils jeunes docteurs. Notamment parce que c'est une question qui s'est posée dans le cas client que je vais vous présenter après, où j'ai eu une demande de recrutement d'un profil en data science et où on a pu faire bénéficier du client d'un profil jeune docteur et donc en lui expliquant aussi tous les avantages pour le crédit d'impôt recherche de ce type de profil. Et par la suite, je répondrai à vos questions-réponses. N'hésitez pas à noter vos questions tout au long de la présentation. Je vais passer assez rapidement sur certains points. Donc, n'hésitez vraiment pas à me demander des approfondissements, des explications. Voilà, s'il y a un point que j'ai un peu trop vite éludé ou si vous voulez des approfondissements sur un des autres points. Voilà. Donc, Sciences MIUP, on fait partie du groupe Layton. Layton, c'est un groupe qui a une implantation internationale. Donc, on est présent dans 13 pays. Voilà, on est 1700 collaborateurs actuellement. Et donc, ça fait plus de 23 ans que le groupe a été créé. Le groupe a été créé à Paris. On est une entreprise française. Et donc, on dispose d'une implémentation nationale assez importante. On a 8 bureaux en France. Et notamment, en particulier, on va accompagner nos clients sur des problématiques d'innovation et de recherche et développement. Nos activités dans le domaine de l'innovation, ça va être l'aide au crédit d'impôt, à l'obtention des crédits d'impôt recherche ou des C2I. Donc, il y a toute une partie d'accompagnement. On a des consultants scientifiques spécialisés dans ces thématiques. Et il y a une autre partie qui est plutôt de développer sa R&D ou de la restructurer. Nous, donc dans la partie recrutement scientifique, on fait partie de ces autres services qui vous permettent soit d'agrandir donc vos équipes, soit de la restructurer, et soit d'obtenir des aides et subventions régionales, nationales et européennes. Dans ce contexte,
Donc, Science MeUp, on est un cabinet spécialisé dans les profils scientifiques. Donc, du niveau Bac+5 à Bac+8, tous les types de diplômes, Master 2, Docteur, Ingénieur. Et on va intervenir dans tous les domaines scientifiques et techniques. Donc, data science, électronique, biologie, chimie, mais aussi sciences humaines et sociales, économie, psychologie, management, sociologie, marketing. Et donc, on peut vous accompagner sur toutes vos recherches de profils scientifiques dans toutes ces disciplines. En termes de type de poste, on ne fait pas seulement les membres d'équipes de recherche et développement, c'est un de nos axes prioritaires, mais on recherche aussi également pour de nombreux clients des responsables R&D, des CTO, des commerciaux qui ont un aspect toujours scientifique, qui doivent avoir un bagage technique ou scientifique pour leur poste, et des fonctions support, technique, marketing produit, voilà. L'idée, notre spécialité, c'est l'aspect, la composante scientifique dans le poste. Et donc, pour rechercher, désolé. On est essentiellement on recrute essentiellement pour des postes en France, mais concernant la recherche de candidats, on fait de la chasse internationale pour pouvoir vous apporter toutes les compétences dont vous avez besoin. Hop. Notre méthodologie de recherche. Donc, la première partie, c'est la qualification du besoin. Et c'est justement cette première partie que je vais vous dévoiler lors du webinaire. Vous allez voir, je vais vous présenter les grilles qu'on utilise au sein de l'équipe pour déterminer le poste, pour comprendre mieux votre besoin et même vous aider à l'expliciter un peu mieux. Parce que c'est une des problématiques que j'ai remarquées chez beaucoup de clients, c'est d'avoir du mal à expliciter les compétences dont on a vraiment besoin et à les comprendre. Donc vraiment, ce webinaire, ça va porter vraiment sur cette base de qualification du besoin. Et ce qu'on fait aussi, c'est-à-dire qu'on va transformer votre besoin en une annonce attractive. Et donc, c'est exactement le cas client que je vous montrerai lors de ce webinaire. Donc, la première partie, vous allez bien la découvrir lors de ce webinaire. Donc, ensuite, une fois qu'on a bien qualifié votre besoin, on va faire du sourcing et de la chasse de profils. On contacte on contacte les compétences dont vous avez besoin. On va faire de l'évaluation et de la sélection des candidats. Il faut savoir qu'à Science MeUp, tous nos recruteurs ont un bagage scientifique et technique et ont de l'expérience professionnelle. Ils nous ont été formés au recrutement à leur arrivée à Science MeUp. Et donc, ce qui leur permet d'avoir une bonne compréhension de vos besoins, une bonne compréhension de vos projets R&D, et aussi une forte capacité à évaluer les compétences des candidats qu'on vous présente. Donc, il y a une vraie présélection technique et sociale dans nos services. Ensuite, on vous transmet des candidatures avec un compte-rendu détaillé sur les points forts, les points faibles. On vous accompagne pour tout ce qui est des entretiens de sélection par vos équipes. On vous fait l'accompagnement à la négociation, si besoin, salariale. Et ensuite, un suivi d'intégration dans vos équipes parce qu'on a dans nos conditions de contrat une garantie période d'essai de plus de 8 mois. Donc, à partir du moment, si un candidat ne vous convient pas, un candidat ou une candidate, on relance la recherche gratuitement pendant les 8 premiers mois de la période d'essai. Hop. Donc, je l'ai un peu dit. Là, juste pour vous montrer, donc, on se base, nos techniques de recrutement se basent aussi sur mes connaissances scientifiques dans le domaine de la psychologie du travail. Là aussi, je vais vous le montrer de par ce webinaire, comment j'ai intégré mes connaissances scientifiques à une analyse de besoin, une analyse de poste qui va être plus adaptée à un contexte de cabinet de recrutement. Mais ça permet d'avoir une méthodologie qui a des bases scientifiques et qui est à la fois beaucoup plus rapide que les méthodes proposées par la science. Hop. Donc, la première partie, les questions à se poser pour définir la fiche de poste d'un profil R&D. Comme je viens de vous le dire,
Ouais, comme je viens de vous le dire, lorsqu'on a créé ces questions, cette liste de questions à poser, je me suis basée en premier lieu, je garde mon aspect chercheuse, sur les recherches scientifiques dans le domaine de la psychologie du travail. Ça fait de nombreuses années, depuis au moins les années 50, voire plus, qu'on a une nombreuse littérature sur l'analyse de poste, donc comment définir les caractéristiques d'un poste, comment définir les compétences nécessaires pour réaliser un poste. Voilà, je vous expliquerai un peu plus en détail ça lors de ce webinaire et aussi sur qu'est-ce qui rend une annonce attractive. Donc, il y a quelques recherches plutôt récentes dans ce pan-là qui nous permettent de maximiser un peu l'attractivité de nos annonces et de comprendre ce qu'interprètent les candidats. Voilà, et donc cette méthode que je vais vous présenter, elle est adaptée pour que ce soit un processus beaucoup plus rapide que la méthode traditionnelle. Et donc, je l'ai adapté en me focalisant sur les méthodes et les questions qui étaient pertinentes pour les postes dont on est en charge à Sciences Milieu, donc les postes en recherche et développement. Donc, première question à se poser et à vraiment expliciter. Quel est le défi technologique ou scientifique de mon projet R&D? Donc, tout d'abord, les premières questions qu'on pose à nos clients, bien sûr, c'est l'objectif de que fait leur entreprise et quel est son objectif. Voilà, si vous recrutez pour votre propre entreprise, vous êtes en général assez au clair sur ça. Mais en tout cas, les éléments à bien prendre en compte et à bien redéfinir avant de vouloir recruter, ça va être quel est mon projet de recherche? Qu'est-ce qui est difficile dans ce projet? Et quelle compétence va m'aider à résoudre cette difficulté? Donc, l'idée, c'est vraiment d'expliciter, voilà, de prendre un moment, de noter, de lister tous les verrous technologiques, de demander à vos équipes techniques aussi qu'est-ce qui est difficile actuellement, mais toujours dans cet objectif de un peu prévoir les compétences dont j'aurai besoin demain, d'aussi commencer à poser aussi les projets de recherche à plus long terme. J'aimerais, dans 5 ans, pouvoir développer tel aspect. L'idée de vraiment poser par écrit ces éléments vont vous permettre de les intégrer tout de suite dans les missions et dans les compétences à anticiper pour votre recrutement. Ensuite, donc, il y a la partie contexte, équipe et poste. C'est toujours bien d'être clair sur les relations que qu'aura le nouvel employé au sein de votre entreprise, le rattachement hiérarchique, aussi les collaborations avec les autres services. Donc, pour cet aspect collaboration, c'est toujours intéressant aussi de le noter dans l'annonce. Pourquoi parce qu'une des motivations principales, une des motivations qui revient fréquemment chez les candidats, c'est aussi de la possibilité de pouvoir collaborer avec des personnes d'autres domaines. L'interdisciplinarité, c'est quelque chose qui va attirer les profils R&D, être en contact avec des personnes qui ont un background différent et qui vont pouvoir nous apprendre des méthodologies différentes avec un cadre de référence un peu différent. C'est un aspect important. Donc, on le note dès le début de sa recherche pour ne pas l'oublier ensuite dans la rédaction de son annonce. Et aussi, ça peut demander la collaboration avec d'autres services, notamment des services non techniques. Ça peut induire des compétences à la vulgarisation qui seront à ne pas oublier dans la description de son profil de recherche. Donc, contact avec personnes extérieures à la société. Là aussi, il y a des contacts à avoir avec des personnes extérieures à la société, que ce soit des contacts commerciaux ou des contacts avec des fournisseurs. Là aussi, on peut avoir, ça peut rajouter des compétences sociales, de communication, de relationnel supplémentaires au poste. Voilà. Donc, la deuxième partie, qui est une des plus importantes pour le recrutement direct, ça va être de décrire les missions et les tâches quotidiennes qu'aura à effectuer le profil recruté. Là, j'insiste bien sur le côté tâches quotidiennes parce que
parce qu'il faut essayer lorsqu'on décrit un fiche de poste de ne rien oublier. Voilà, sinon on risque d'oublier des compétences à évaluer. Et aussi, ça permet de donner un bon aperçu au candidat de ce que sera sa journée, son quotidien au sein de votre entreprise. Donc là, vraiment lister toutes les tâches, ça peut être un peu long, mais il ne faut pas hésiter à toutes les noter sur la fiche de poste. La fiche de poste n'est pas l'annonce, donc c'est un document interne. Donc là, vous pouvez être exhaustif. Je vous conseille même de le faire à plusieurs afin de ne rien oublier. L'objectif aussi de la prévision, c'est de commencer à penser à l'évolution. Quelles seront les missions du profil recruté dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans? Voilà, est-ce qu'on a déjà une visibilité par rapport justement au projet, au développement de nos projets R&D? Quelles seraient ces potentielles missions? Alors, bien sûr, c'est juste une prévision, tout peut changer, mais l'objectif de le prévoir, c'est aussi de prévoir les compétences qui vont être nécessaires avec. Donc l'idée, c'est vraiment de commencer à prévoir le futur. Quels sont les objectifs à atteindre? Ça aussi, ça c'est un élément important qui va aussi vous aider dans les autres aspects, dans les autres process RH que le recrutement. Donc d'essayer de quantifier, de définir des objectifs à atteindre en précisant un peu le timing. Donc le timing, vous pouvez le découper, hein. Le timing souhaitable et le timing maximum à laquelle je veux que mon profil atteigne ces objectifs-là. L'idée de cette première phase, c'est vraiment de tout poser, d'avoir un maximum d'informations sur les tâches, les missions et les objectifs du poste. Dans une deuxième phase, la phase là, vous voyez, approfondissement, l'idée, ça va être d'organiser cette information, de trier qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui ne l'est pas. Toutes les tâches n'ont pas la même valeur, que ce soit en termes justement de fréquence. Toutes les tâches ne sont pas les plus fréquentes, n'ont pas la même degré de fréquence, n'ont pas la même importance pour l'atteinte de vos objectifs d'entreprise. Donc l'idée de cette deuxième partie, ça va être d'organiser les tâches que vous avez notées, les tâches actuelles et à moyen terme, en termes d'importance. Donc, quelle est l'importance de cette tâche pour l'atteinte des objectifs? En termes de fréquence, quelle est la fréquence de la tâche dans la journée, en fait, ou dans la journée ou dans le mois pour ce profil, et les tâches, on va dire, critiques. Quelles tâches pourraient avoir des conséquences graves, plus ou moins, ça dépend du secteur, si celles-ci sont mal réalisées. Donc, un peu les tâches critiques, ça va être les tâches où on ne va pas pouvoir, en tout cas, où les compétences de la personne vont être vraiment très importantes pour la réalisation de ces tâches. Alors là, donc on reste toujours dans l'idée des tâches. Alors, ça devait apparaître, mais bon, il n'y a pas les animations, c'est pas grave. Donc là, l'idée, une fois qu'on a notre liste de tâches, ça va être de définir les compétences dont on a besoin pour chacune de ces tâches. Cette partie de découpage, elle est importante. Après, l'idée, c'est d'avoir... elle est importante, elle vous aide un peu à expliciter ce qui est vraiment important pour la tâche, et ça va vous permettre après de trier quelles compétences sont vraiment obligatoires et lesquelles sont souhaitables. Donc là, donc là, je vous montre la première colonne, tâche-mission. Donc j'ai pris l'exemple d'un profil en data science. Donc construction de modèles de machine learning et deep learning. Tâche toujours présente dans ce type de poste. Et donc tout en bas, je vous ai mis mon classement provisoire, parce que l'idée c'est vraiment mon classement généraliste, on va dire, de cette mission. L'idée c'est de l'adapter à votre contexte, hein. Donc en termes d'importance, j'ai mis une note de 5 sur 5.
parce que c'est une des tâches les plus importantes dans un poste de data scientist. En termes de fréquence, j'ai mis une moyenne, 3. J'aurais pu mettre 2 parce que lorsqu'on fait des data science, il y a une grosse partie de nettoyage de données, de veille, de réflexion sur quel modèle utiliser, de lecture, de mise en production, de réglage des bugs. Donc, la partie vraiment construction de modèles de machine learning, de machine et deep learning, elle est, elle est passée. C'est pas c'est pas la tâche la plus fréquente de ce type de poste dans la majorité des entreprises. Ça dépend des contextes, ça dépend du poste. Et en termes de conséquences, j'ai mis 3. J'avais hésité à mettre un peu plus, 4. L'idée, c'est de conséquences d'une erreur. Un modèle de machine learning, en fait, ou de deep learning, ça se corrige. Il faut en faire plusieurs versions pour arriver à une version optimale, et la version mise en production, voilà. Ça, c'est quelque chose qui s'améliore tout le temps. Donc, s'il y a des erreurs dans la première version, il n'y a pas des conséquences très graves. Donc, pour cette partie-là, donc les connaissances à avoir, ça va être des connaissances en machine learning et deep learning. Hein. Ah oui, je vous ai pas présenté. Donc en fait, j'ai découpé le paragraphe en 4 parties. Donc c'est un modèle un référentiel de compétences très utilisé en psychologie du travail. Donc on sépare en les connaissances, les savoirs théoriques liés au poste, les habiletés. Donc c'est ce qu'on acquiert par l'expérience, la capacité à faire quelque chose. C'est quelque chose qu'on peut travailler et qu'on acquiert par l'expérience. Les aptitudes. Donc les aptitudes, c'est quelque chose, c'est ce qui est un peu propre à la personne, c'est-à-dire que je vais pouvoir, à partir d'une aptitude, apprendre quelque chose et le transformer en habilité, mais j'ai quand même une aptitude de base qui me conditionne à ne pas pouvoir aller trop loin non plus dans l'habilité. L'exemple que je donnais à mes étudiants, c'est je peux courir, je peux apprendre à courir. Après, mon aptitude de base à la course, elle va être différente, personnellement, que celle d'Usain Bolt. On a des caractéristiques corporelles, physiologiques différentes, et donc pour aller plus loin dans cette habilité. Donc, mon aptitude à la course, elle est différente que celle d'Usain Bolt. Les autres caractéristiques, c'est tout ce qui regroupe les traits de personnalité, valeurs ou besoins de la personne. Donc, pour la première tâche, connaissance théorique des méthodes de machine learning et deep learning, les habilités, donc que j'ai pu apprendre, capacité à développer des algorithmes en Python ou autres. Hein. Là, j'ai mis en Python parce que c'est pour le machine deep learning quand même, oui, il faut mieux. Ce qu'on peut apprendre aussi, expérience dans l'utilisation des librairies de machine learning et de deep learning. Et mon aptitude de base, ça va être une aptitude à avoir la capacité de base, le potentiel que je vais pouvoir détecter chez des profils. Ça va être l'aptitude à avoir un raisonnement logique, numérique, mathématique. Et ça, c'est quelque chose. La partie aptitude, c'est vraiment intéressant de bien la noter, surtout si on est intéressé par des profils juniors. Parce que dans ces cas-là, il est difficile d'aller chercher des habiletés. Il vaut mieux se baser sur une évaluation des aptitudes qu'on va faire grandir en interne et on va permettre d'avoir des habilités par la suite. Autres caractéristiques, ouverture à la nouveauté, créativité, parce que pour construire des modèles de machine learning, il faut curiosité, j'aurais pu rajouter, il faut se mettre à jour, être en veille constamment. Alors, je vais passer parce que je suis un peu en retard. Par la suite, on a toute une liste de compétences. Voilà. L'idée, c'est ensuite de les trier. C'est de trier, les organiser. Donc, on peut s'aider du classement qu'on a fait sur la fréquence, la difficulté de la tâche et les conséquences d'une erreur et l'importance de la tâche. Et ensuite, c'est de les catégoriser dans les compétences obligatoires et les compétences secondaires. L'idée, c'est vraiment de différencier nos critères de sélection pour le recrutement à l'instant T et les critères qui pourraient être mieux pour recruter sur du long terme ou pour faciliter l'intégration. Alors, vous pouvez me poser des questions sur cette partie parce que je vais passer assez rapidement. Ouais, je vais passer.
Alors, une fois qu'on a défini ses tâches, qu'on a défini ses compétences, on va essayer de transformer cette fiche de poste en une annonce un peu attractive. Donc là, j'ai noté 6 erreurs à ne pas faire. Le premier, et c'est ce que je retrouve souvent chez mes clients, c'est d'oublier de décrire le projet de recherche, les défis techniques du poste. Ça, en général, ils hésitent à le noter dans l'annonce car il y a des aspects un peu confidentiels, ce que je peux comprendre. L'idée, c'est de mettre au moins un aspect, de donner une idée aux candidats sur quels vont être les défis. Tout simplement parce que les profils R&D, une des premières raisons pour lesquelles ils vont vous rejoindre, c'est justement pour l'intérêt intellectuel qu'ils ont dans ces défis. C'est l'occasion pour eux, pour eux c'est l'occasion d'apprendre, d'innover, d'aller au-delà, d'aller en dehors des limites de la science. Et donc, votre projet de recherche ou les défis techniques, c'est ce qui va les motiver. Donc, il me faut en indiquer certains. Je vous montrerai dans mon cas client comment j'ai décrit un peu les défis techniques de l'entreprise. La deuxième erreur, c'est cacher les difficultés du poste ou les éléments qui peuvent être peu attractifs. C'est d'essayer de faire une annonce trop jolie, trop lisse. Il y a plusieurs recherches qui ont montré qu'une vision réaliste, que donner une vision réaliste du poste avec ces difficultés permet aux candidats de développer plusieurs aspects. Permet aux candidats de mieux se projeter, d'avoir de la confiance dans votre entreprise, et de vous percevoir comme étant honnête. Mais ça favorise aussi une sorte de d'autosélection. C'est-à-dire que si c'est une difficulté que je ne vois pas d'assumer dans le poste, je ne vais pas postuler, je ne vais pas continuer le process. Et par contre, si on me l'a annoncé dès le début, on remarque qu'il y a moins de turnover dans les entreprises où il y a plus d'honnêteté lors des phases d'entretien. Il y a moins de turnover, il y a plus d'engagement, plus de satisfaction, parce qu'en fait, c'est une difficulté. On ne m'a pas menti, donc il y a vraiment ce côté de trahison lorsque la difficulté n'a pas été dit en amont. Et donc voilà, l'idée c'est d'être le plus honnête possible, même si un des contreparties, c'est d'avoir un peu moins de candidats sur vos postes. Mais c'est en tout cas, ce sera des candidats qui seront engagés dans votre entreprise et qui auront accepté de travailler avec ces difficultés. Je vous montrerai aussi un exemple par la suite. L'erreur numéro 3, c'est indiquer toutes les compétences nécessaires pour le poste. Comme on a vu, avec seulement 2 tâches, j'avais déjà pas mal de compétences. J'avais déjà élaboré pas mal de compétences. Donc mettre une liste d'exigences trop importante, là aussi, ça va un peu bloquer les candidatures. Donc pour tout ce qui est compétences techniques, sociales, je vous l'ai montré juste avant, l'idée c'est de les séparer en 2, les compétences obligatoires et vraiment mettre que ce qui est vraiment obligatoire dans cette partie-là, de les mettre aussi en compétences bonus souhaitables, et ne pas hésiter à en mettre aussi en souhaitable, ne pas hésiter à les indiquer, parce qu'un profil qui a toutes les compétences obligatoire et qu'il y en a quelques-unes des souhaitables va sentir qu'il a un vrai potentiel sur ce poste et il va postuler. Et aussi, les compétences souhaitables, ça lui donne une idée des compétences qu'il pourra acquérir dans votre entreprise. Donc c'est pour ça que la partie compétences souhaitables, elle est aussi importante. C'est important qu'elle soit fournie, parce que ça va lui donner une idée de je n'ai pas cette compétence, mais grâce à cette entreprise, je vais pouvoir apprendre. Je vais pouvoir apprendre sur ces aspects-là et c'est un aspect motivant. Pour les compétences sociales, là, mon conseil, ça serait de noter que les compétences sociales qui peuvent donner une information sur le poste, qui ont une vraie plus-value pour la compréhension du poste et la compréhension des missions. Donc, par exemple, si c'est un poste où la personne doit travailler seule, autonomie, ça lui donne quand même une indication sur l'aspect, ça donne une indication supplémentaire sur dans quel contexte est à réaliser ce poste. Il y a certaines compétences sociales que je recommande de ne pas noter dans l'annonce du poste, mais de garder en critère d'évaluation, en critère d'évaluation pour ces entretiens. Pourquoi ?
Parce que si je mets tous mes critères dans mon annonce, si je pose une question pour évaluer ce critère, le candidat a vu que je cherchais des personnes qui étaient très collaboratives, très sociales dans mon annonce. Donc, lorsque je lui pose une question sur ses compétences, enfin sur son rapport à travailler en équipe, sur le contexte dans lequel il préfère évoluer, bien sûr qu'il va me répondre ce qui correspond à mon annonce. Donc, je préfère rester discrète sur certains de ces aspects pour pouvoir mieux les évaluer en entretien. Erreur numéro 4, c'est ne pas évaluer la concurrence. Quand je parle de concurrence, c'est la concurrence des postes. Quelles sont les autres entreprises qui recherchent le même profil que moi? Donc, dans ces cas-là, je recommande d'aller sur des job boards, Indeed, APEC, voilà, et de taper les critères, les mêmes critères que son poste, et de regarder les annonces de la concurrence. Les annonces de la concurrence, ça vous permet d'évaluer à quel point mon annonce est attractive par rapport aux autres entreprises. Est-ce que ma fourchette salariale est dans la bonne fourchette? Ça vous permet peut-être de penser à des éléments que vous n'avez pas indiqués sur votre fiche de poste, mais qui pourraient être intéressants. Donc, n'hésitez pas à évaluer la concurrence. Ça vous permet aussi de mieux comprendre des candidats. De mieux comprendre les process et aussi d'être plus rapide pour répondre aux candidats. Ça, c'est un conseil. Il faut être rapide. Erreur numéro 5, mettre l'intitulé du poste tel qu'il est nommé dans l'entreprise. Donc, il y a des intitulés de poste qu'on a dans les entreprises parce qu'on a des structures. Là, non. C'est une annonce. Il faut mettre l'intitulé de poste la plus transparente, la plus compréhensible par les candidats. Et là, le conseil, c'est vraiment de se mettre à la place du candidat pour se dire quels critères, qu'est-ce qu'il va taper comme mots-clés pour tomber sur mon annonce. Et il faut que ces mots-clés soient mis dans votre annonce. Je vous le montrerai aussi tout à l'heure comment j'ai mis ça en pratique. Erreur numéro 6, ne pas être inclusif. Donc, dans le titre, essayez de mettre, d'être inclusif, de mettre directeur, directrice, chercheur, chercheuse, data scientist, ça va. Voilà, ou de chercher justement des termes plus génériques. Donc, j'aime bien utiliser le mot chargé de projet, chargé.e, c'est facile à mettre en tant qu'inclusif. Ingénieur.e, ça marche. Donc voilà, donc essayez de mettre un titre inclusif. Et aussi, l'erreur que je vois souvent, c'est dans la description des compétences sociales, des choses comme rigoureux, compétitif, esprit de compétition, compétitif, compétiteur. Voilà, c'est des termes co-masculins et en fait, c'est assez rapide de transformer en termes plus génériques. Pour rigoureux, rigueur, compétiteur, esprit de compétition. Donc voilà, donc faire attention à ces aspects-là. Hop. Alors, les profils jeunes docteurs. Les profils de jeunes docteurs, donc là, je vais vous expliquer un cas client. Donc, j'ai un client qui m'a demandé un profil en data science. Donc, son projet, on va le voir juste après, était un projet de recherche. Donc, je lui ai proposé de cibler en priorité les profils jeunes docteurs, notamment, alors je passe un peu, notamment parce que le crédit d'impôt recherche a un statut un peu particulier pour le profil jeune docteur. Donc, un jeune docteur, c'est quelqu'un qui a un premier contrat en CDI suivant la soutenance de son doctorat. Donc, c'est le premier contrat en CDI suivant la soutenance de thèse. Et donc, lorsque le profil est éligible au profil jeune docteur, le montant du crédit d'impôt recherche est beaucoup plus important. Donc là, pour un salaire chargé à 70 000, ce qui fait à peu près 45, je crois, ou 50 KE, si la personne, donc c'est le taux de votre crédit d'impôt recherche, il va être calculé sur le pourcentage passé sur des activités R&D. Donc là, 95%, c'est un gros pourcentage. C'est quelqu'un qui est totalement dédié sur vos projets de recherche qui sont éligibles au CIR. Donc là, sur un profil qui est non jeune docteur, voilà, vous allez
vous allez avoir une déduction de 28 528 euros en crédit d'impôt recherche, alors qu'avec un salarié jeune docteur, donc premier CDI après la thèse, qui travaille aussi à 94%, là, le montant de votre crédit d'impôt recherche va être de 74 214 euros. Donc, en fait, c'est même plus que le salaire chargé. Donc, il y a un vrai avantage financier à recruter des profils jeunes docteurs. Mais aussi, vous allez voir, il y a aussi un avantage en termes de compétences. Il y a des postes qui sont vraiment très adaptés à ces profils. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas s'en priver. Donc, je vais vous montrer le cas client. Ah zut, oui, ça s'affiche en même temps. Donc, ce cas client, donc c'est une entreprise, c'est une start-up du domaine du marketing qui ont créé une plateforme de fidélisation multimarque à destination des acteurs, des professionnels B2B du secteur du BTP et de l'agriculture. En première, donc, vous voyez, le premier partie, c'est leur fiche de poste, qui était, cette partie est très bien. Voilà, ils décrivent leur entreprise, ils décrivent l'équipe et ils donnent l'objectif du poste. Ils décrivent leur projet R&D dans cette première partie. Donc là, sur cet aspect-là, j'ai changé le titre. Voilà, parce qu'on a été parti sur un profil jeune docteur en priorité, donc autant le mettre directement sur le titre. Voilà, j'ai utilisé docteur pour pas utiliser chercheur, chercheuse, et pour être très inclusif et que ce soit aussi lisible. Et donc j'ai précisé document processing NLP parce que vous allez voir, lorsque j'ai posé des questions particulières sur le projet, c'est ça qui est ressorti. L'objectif, voilà. J'ai juste mis en avant aussi le côté que l'objectif, c'était l'objectif R&D du poste pour que ce soit beaucoup plus visible et beaucoup plus attractif pour les candidats. Donc, les questions spécifiques que je pose notamment pour les postes en data science, c'est pour séparer un peu le projet. Ça va être quels sont les types de données à traiter, parce que s'il faut une spécialisation si c'est des données liées à l'imagerie, au texte, il y a quand même une dimension technique un peu spécifique et qui est différente. Et dans ces cas-là, on va aller chercher d'autres types de profils. Quel est le volume de données? Donc, est-ce que c'est des données classiques, on va dire, ou est-ce que c'est du big data? Là aussi, en big data, techniquement, au niveau des compétences d'engineering et de l'architecture, on va demander d'autres compétences. Est-ce qu'il y a des connaissances métiers à avoir? Ça aussi, c'est très important parce que si votre fonction data science, elle est reliée à des demandes business très fortes, il est important d'avoir un double profil. Donc, dans certains cas, en fait, je peux m'orienter vers des profils plutôt pour des data scientists, par exemple des docteurs en économie ou en SHS, marketing, psychologie du travail, qui vont avoir des compétences en statistique, en data, pas forcément les mêmes qu'un data scientist, mais qui vont avoir un gros aspect business et ça va permettre de lier l'aspect data et business de façon beaucoup plus forte. À quelle étape du projet data vous avez besoin d'une expertise? Et lui, parce que si c'est au tout début, aussi au niveau de l'architecture, au niveau des modèles ou au niveau de la mise en production, les compétences vont être aussi un peu différentes. Quel niveau d'autonomie et de créativité requis? Ça, c'est aussi savoir comment va être encadré le profil dans l'équipe. Est-ce que c'est quelqu'un qui va être seul ou est-ce que c'est quelqu'un qui va être déjà dans une équipe data science et donc là, on peut enlever ou augmenter certaines compétences. Donc là, pour le profil de mon client, donc c'est le petit rond orange que j'ai mis, par rapport à ses réponses à ces questions, j'ai défini qu'il fallait quelqu'un plutôt d'un background qui était en computer science, qui avait à la fois qui avait fait un peu de traitement d'image, qui avait aussi pas mal d'expérience en data science, hein, c'est son premier demande, et un tout petit peu de connaissances business. Sa demande, c'était aussi d'avoir que la personne ait des connaissances en marketing, mais voilà. Mais la partie, les compétences en data science en informatique était tellement importante dans ce poste que c'était un critère à mettre en bonus, comme vous allez voir dans l'annonce suivante.
Donc là, c'est la suite de l'annonce. Donc, on a la partie objectif et la partie compétences. Donc là, j'ai surligné un peu les points qu'on a vus dans les erreurs à ne pas faire dans les annonces. Donc, j'ai bien mis en avant le fait qu'il y a des défis à atteindre. Voilà, le défi sera d'extraire et de reconnaître, classifier des textes semi-structurés, factures complexes, voilà, les différents éléments. La difficulté, voilà, je me parle de la difficulté du poste. Et ça, c'est une difficulté assez importante en plus. C'est qu'il y a différentes dénominations. Et donc, il y a un gros travail de reclassification. Là, ça va demander des compétences en NLP un peu poussées. Voilà, qu'est-ce qui était important à montrer? Voilà, pour être mieux référencé et pour être plus visible des candidats, j'ai essayé d'utiliser différents synonymes pour parler du machine learning et deep learning. Donc, j'utilise le mot-clé intelligence artificielle, machine et deep learning. Voilà, j'essaye à la fois, lorsqu'il y a des domaines où il y a différents synonymes de recherche, de les mettre, de les distiller dans l'annonce. Donc voilà, pensez aux synonymes. Des mots-clés que vous recherchez, enfin des caractéristiques que vous recherchez en premier. Ce que j'ai rajouté aussi, parce qu'on était parti sur un profil docteur, jeune docteur, donc c'est l'aspect veille scientifique et technique, et la possibilité de publier et de participer à des colloques, parce que c'est des aspects qui vont être très motivants pour les jeunes docteurs, de garder un lien avec le milieu académique. Là, j'ai souligné aussi le côté choix technique des solutions, parce que la particularité de ce poste, c'est que la personne recrutée allait être, dans un premier temps, seule dans l'équipe R&D. Donc, il fallait vraiment quelqu'un qui puisse gérer tous les aspects du projet seul dans un premier temps. Et donc, ça montre aussi que il y a une certaine autonomie dans le poste, il y a une certaine pouvoir de décision, et donc ça, c'est des éléments à mettre en avant pour attirer les profils. Attirer ou non. Les compétences. Donc, les compétences, on a beaucoup plus détaillé. Donc, l'idée, j'ai beaucoup de candidats qui, lorsque je leur demande qu'est-ce qui vous a motivé dans le poste, qui me disent ah bah j'ai vu que vous demandiez des compétences en TensorFlow, je maîtrise cela enfin là je l'ai pas forcément noté, mais des fois je note j'écris carrément voilà, qu'il faut maîtriser les convolutional neuronal network ou les récurrents neuronal network, et les types d'analyse vont attirer aussi les profils. Donc, avoir une description technique un peu détaillée du profil va attirer ces profils parce qu'ils vont se reconnaître dans le profil. C'est moins flou. Donc, l'idée, c'est de donner des éléments techniques. Ne pas hésiter à indiquer les éléments techniques. J'ai rajouté aussi le côté expérience dans l'intégration d'API et d'implémentation des algorithmes, tout simplement parce que le profil était seul. Donc il fallait qu'elle puisse maîtriser tout le process de A à Z. Voilà, et donc en sphère donc orbitale, c'est la partie compétences souhaitables, bonus. Voilà, je mets quand même le côté attrait pour les applications marketing, parce que l'idée c'est toujours de recruter un profil qui ait quand même un attachement particulier avec le produit, et qui puisse aussi vulgariser et communiquer enfin en termes de business, qui puisse donner sens aux data. Alors, je me dépêche. Bien sûr, ne pas hésiter à noter le salaire dans l'annonce. Ça permet aux candidats de définir le niveau d'expérience requis dans le poste. Le maximum d'éléments que vous pourrez donner sur ça fera que maximiser votre annonce. Si vous avez des avantages spécifiques, des valeurs d'entreprise, les valeurs surtout, n'hésitez pas à les noter dans vos annonces. Alors, en conclusion, donc je vous ai montré un peu le processus au début de l'analyse de poste avec le découpe des tâches. En fait, c'est la fondation de nombreux processus RH. C'est pas la méthode la plus. C'est une méthode très ancienne. C'est pas la plus connue. Toujours, elle est pas très connue en France. Elle est pas. Enfin voilà, elle est un peu laborieuse à mettre en place, mais ça vous permet d'améliorer beaucoup de choses dans vos process. Donc, ça vous permet déjà de pouvoir donner un aperçu réaliste du poste. Voilà, là, en termes de fréquence, c'est une question qui revient souvent aussi. Est-ce que vous pouvez m'expliquer une journée typique du poste? Ça permet d'avoir de façon très claire les critères de sélection les plus pertinents
vous allez comment départager les candidats sur leur CV, sur leur profil, sur leur en entretien. Ça vous permet d'être très au clair sur ça. Et donc après, ça vous permet de construire un entretien beaucoup plus structuré en ayant une grille de questions préparée. Mon conseil, c'est toujours de savoir si je pose une question d'entretien, quels critères je veux mesurer avec cette question. Ça vous permet aussi de faire de l'évaluation de la performance sur du plus long terme sur vos employés, de vérifier l'atteinte des objectifs que vous avez définis au début de poste. Et ça vous permet de faire de la construction de plan de carrière. Une fois que vous avez fait une fiche de poste pour un type de poste, donc là c'est pour un poste de data scientist, vous pourrez l'appliquer aussi à vos prochains recrutements dans ce poste-là. Voilà, merci. Voilà, si vous avez des questions, je suis disponible. Merci beaucoup, Tania. Oui, exactement. Si aux participants, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions. En attendant, voilà, et vous nous avez donné pas mal de cas pratiques et des conseils sur quoi faire et quoi pas faire. Alors, si il faut retenir une chose pour les personnes, voilà, les participants d'aujourd'hui, Tania, c'est quoi les conseils principaux, on va dire, que vous pourrez nous donner? Pour moi, c'est de se mettre à la place du candidat. Toujours, notamment lorsqu'on rédige une annonce, c'est quelle information j'aimerais avoir. Qu'est-ce qui pourrait, quelle information en tant que candidat j'aimerais avoir. Qu'est-ce qui pourrait me motiver à postuler dans cette entreprise, en sachant que quand même, tout le monde a des besoins et des valeurs différentes en termes de candidats, mais c'est d'essayer en tout cas d'expliquer qu'est-ce qui est intéressant dans le poste, qu'est-ce qui est intéressant dans mon entreprise. Une des questions que je pose souvent en complément à mes clients, c'est vous, qu'est-ce qui vous intéresse dans votre poste, dans votre entreprise. L'idée, c'est aussi de faire passer cette motivation-là. Donc, se mettre à la place du candidat, c'est vraiment, pour moi, la chose à retenir pour construire un processus de recrutement efficace. Super, merci, c'est très clair. Je pense que la présentation était très claire car on n'a pas de questions des spectateurs. Je ne sais pas si vous nous avez laissé vos contacts. Première page, oui. Pardon. Donc, voilà. Donc, si vous avez des questions, voilà, n'hésitez pas à contacter Tania. Alors, oui, j'ai quelqu'un. Ah oui, l'enregistrement sera disponible dès la fin du webinaire sur la chaîne d'études de finance innovation. Donc, voilà, pour les autres participants, merci beaucoup. N'hésitez pas à contacter Tania au Sciences MIAP si vous avez des questions ou si vous souhaitez être accompagné sur les recrutements d'un profil R&D. Alors, je vois que... Oui, voilà, je n'avais pas vu qu'il avait des questions. Alors, donc, concernant les crédits pour recherche, il est demandé des recherches sur des sujets très précis. Est-ce que vous avez vécu des cas de recherche fondamentales? Pour la recherche, alors je ne sais pas si c'est pour le recrutement ou pour les dossiers CIR. Alors moi, je ne fais pas des dossiers CIR, donc je vais vous répondre sur la partie recrutement. Oui. Oui, j'ai déjà eu à rechercher des profils qui sont plutôt en recherche fondamentale. Voilà, j'ai des clients qui vont me demander des compétences très, très, très spécifiques, à tel point qu'en fait, il y a peut-être 3 personnes en France qui ont ces compétences. Des compétences demandées. Donc, oui, je fais du ciblage très particulier sur des profils qui font de la recherche fondamentale et qui n'ont pas de but appliqué à court terme, mais à moyen terme quand même. Voilà. L'idée, c'est de travailler sur des produits de la prochaine dizaine d'années. Merci. Et il a une dernière question, oui, concernant justement des outils pour la diffusion des annonces. Donc, voilà, vous avez mentionné quelques-uns. Est-ce que vous avez d'autres? Alors, APEC et Indeed, je les ai mentionnés pour, justement pour vérifier la concurrence sur votre poste. Après, pour diffuser,
pour diffuser donc, tous les job boards généralistes, donc avec LinkedIn, pas mal aussi. Ce qui est très efficace aussi, c'est le réseau. Pas forcément personnel, mais il y a souvent des associations, des groupements de data scientists ou de par exemple, pour les data science, je pense à Women in Machine Learning and Data Science. Il y a il y a des groupements de professionnels, et donc ne pas hésiter à contacter la personne qui gère ces groupes et à demander à diffuser votre annonce dans ces domaines très spécifiques. Voilà, donc merci. Spécialisé. Super. Et seulement pour ajouter quelque chose, sachez qu'au Finance Innovation, on a aussi un job board disponible et gratuitement pour tous les membres. Donc, c'est un job board généraliste, mais accès à cette finance, mais pour la petite information. Et oui, Florian, on a aussi les PhD Talent, auxquels on est aussi partenaire. Donc, je pense qu'on a fini avec les questions. Merci beaucoup, Tania. Merci aussi aux participants. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions. Si vous voulez contacter Tania sur une précision ou finance innovation, n'hésitez pas à me contacter aussi. On est à votre disposition pour échanger. Et voilà, je vous dis à bientôt. Bonne journée. Au revoir. Merci. Merci.